Bonjour, c'est Chloé. Pour de l'actu utile, une info claire, sans sensationnalisme, c'est ici. Bienvenue dans les actus du mois d'avril. Ici, pas de faits divers ni de parti pris, juste l'essentiel des actualités françaises. N'oubliez pas, je crée des chapitres par rubrique, donc sentez-vous libre de naviguer d'un sujet à l'autre. Toutes mes sources sont en description et des actus supplémentaires vous attendent en commentaire. Hey! Micro-canap! Avant de commencer, je suis très heureuse de vous annoncer le lancement de 2 de mes newsletters que j'ai appelés l'essentiel citoyen. Le premier mardi du mois, retrouvez 6 actus nationales décryptées et le 3e mardi du mois, les actus régionales pour la région Nouvelle-Aquitaine avec en complément des idées culturelles et de sorties. Ce ne sont pas forcément les mêmes actus que dans la version vidéo, c'est un complément. L'objectif ici, avec ces newsletters, c'est de vous rendre l'info plus accessible et de vous donner des clés concrètes pour comprendre, agir et surtout lutter contre ce sentiment d'impuissance que beaucoup ressentent face à l'actualité. Si ça vous intéresse, les liens sont en description, abonnez-vous. Première actualité, droits des citoyens et des citoyennes. Première info dans cette rubrique, selon l'endroit où vous vivez, vous pourriez ne pas bénéficier de la hausse du RSA. Je vous explique pourquoi. Le 16 avril, les 101 départements français réunis au sein de l'Assemblée des départements de France ont annoncé refuser de financer toute mesure budgétaire décidée unilatéralement par l'État s'il n'y a pas de compensation financière. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la revalorisation du revenu de solidarité active, le RSA, de 1,7% décidé récemment par le gouvernement. Selon les élus, cette hausse coûterait 5,5 milliards d'euros. Or, l'État n'a pas prévu de remboursement aux caisses d'allocation familiale qui distribuent le RSA et qui sont financées par les départements. Résultat, certains départements refusent d'appliquer la hausse si l'État ne compense pas. Concrètement, selon votre lieu de résidence, vous pourriez ne pas toucher la revalorisation prévue. Je vous mets un lien en description avec la liste des départements concernés. Alors tout cela, en fait, ça s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu. Le projet de loi de finances pour 2025, il prévoit 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2027, voire plus ou moins en fonction des concertations politiques dans les prochains mois. Si vous souhaitez comprendre comment ce projet de loi finance vous impacte, j'explique tout dans les actus du mois de février, je vous mets le lien en description. Le gouvernement prévoit 50 milliards d'économies d'ici 2027, dont une part importante repose sur les collectivités locales. Les collectivités locales, ce sont les communes, les départements et les régions. Et depuis plusieurs années, les collectivités locales reçoivent moins d'argent. Avant, elles avaient leurs propres ressources, comme la taxe d'habitation ou la fiscalité sur les entreprises. Cependant, depuis 2017, plusieurs réformes ont supprimé ou réduit ces impôts locaux. Résultat, les collectivités gagnent moins d'argent par elles-mêmes et dépendent beaucoup plus du budget de l'État. Et cet argent, il sert à quoi ? Eh bien, à financer les écoles maternelles et primaires pour les communes, les collèges et l'action sociale via la CAF ou la MDPH par exemple pour les départements, et pour les régions, les lycées, les transports et la formation professionnelle. En 2023, selon la Direction générale des finances publiques, 53,5% du budget des collectivités provenait directement de l'État. Ce système, il a creusé la dette publique. En effet, selon la Cour des comptes, les réformes fiscales expliquent un tiers de la hausse du déficit public entre 2018 et 2023. Ce système a donc un coût pour l'État. Pour compenser la perte de recettes locales, l'État a dû emprunter, ce qui a creusé la dette publique. Aujourd'hui, l'État il veut réduire la dette et il demande aux collectivités locales de faire des économies, alors que c'est l'État même qui a réduit les ressources des collectivités. C'est cette logique que dénoncent aujourd'hui de nombreux élus locaux, et c'est ce qui explique par exemple pourquoi certains départements refusent de financer la hausse du RSA sans aide de l'État. Et vous, que pensez-vous de ce bras de fer entre l'État et les départements ? Est-ce justifié selon vous ? Faites-le moi savoir en commentaire. Deuxième et dernière info à ce sujet, la loi sur la sûreté dans les transports est partiellement censurée et est officiellement promulguée depuis le 29 avril. Le 24 avril, en fait, le Conseil constitutionnel il a censuré plusieurs mesures importantes de cette loi. D'abord, la prolongation de l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique lors des grands rassemblements. Ensuite, la possibilité pour les agents et les agentes de sûreté de la SNCF déjà équipés d'armes létales, de porter en plus un taser. Et enfin, l'autorisation donnée aux agents et agentes de la SNCF et de la RATP de contraindre physiquement une personne à quitter une gare ou un train. Selon le Conseil, seules les autorités de police peuvent exercer ce type de contrainte. En revanche, plusieurs mesures ont été validées. La captation et la transmission en temps réel du son dans les bus et cars du transport public, le port de caméras piétons pour les contrôleurs et contrôleuses, les palpations de sécurité sans accord préfectoral,
et les interventions aux abords des gares. Je vous explique cette loi plus en détail dans les actus du mois dernier. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez donc en savoir plus. Deuxième actualité, on enchaîne avec les médias, un sujet qui touche aussi à vos droits mais d'une autre manière. Première info, si vous utilisez Instagram ou Facebook, vous êtes concerné. Meta utilise vos données publiques pour entraîner son intelligence artificielle. Si vous voulez vous y opposer, vous avez jusqu'au 27 mai pour remplir un formulaire en ligne. Je vous mets le lien de ce formulaire en description d'émission. Deuxième info, la réforme de l'audiovisuel public fait débat. Le gouvernement souhaite fusionner France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde sous une seule holding avec une direction unique. Cependant, ce projet il soulève de nombreuses inquiétudes, autant sur l'indépendance des médias que la diversité de l'information et aussi la place du politique dans leur gestion. Et c'est un débat dont les citoyens et les citoyennes doivent se saisir. Vous allez comprendre pourquoi. Comment sont financés les médias publics aujourd'hui? Eh bien, jusqu'en 2022, c'était par la redevance audiovisuelle, une somme payée par les foyers ayant une télé. Depuis sa suppression, l'audiovisuel public, il est financé par une partie de la TVA, cette taxe à la consommation. Donc en clair, ce sont toujours les citoyens et les citoyennes qui financent les médias publics. Avant, avec la redevance, l'argent était directement affecté aux médias publics, alors qu'aujourd'hui, avec la TVA, c'est une décision politique chaque année. Le gouvernement peut choisir d'augmenter, de diminuer ou de rediriger ce financement. Certes, il y avait déjà une dépendance politique avant, mais aujourd'hui elle est beaucoup plus forte et directe. Et cela pose une vraie question. Comment garantir l'indépendance des médias publics alors que leur budget dépend désormais des choix budgétaires de l'État chaque année, à l'heure où 90% des grands médias privés français appartiennent à une poignée de milliardaires? La question devient centrale. Le projet de fusion ajoute une autre inquiétude en regroupant toutes les entreprises sous une seule structure avec une direction unique. Il suffirait de contrôler cette direction pour influencer tout l'audiovisuel public. Conséquence, plus de vulnérabilité aux pressions politiques, moins de diversité de traitement de l'information. C'est pour cela que de nombreux et nombreuses journalistes, syndicats et experts alertent: affaiblir l'indépendance des médias publics, c'est aussi affaiblir la démocratie. Et vous, que pensez-vous de cette réforme de l'audiovisuel public? Elle vous inquiète, vous semble utile ou nécessaire? Dites-le moi en commentaire. Troisième actualité, parlons des avancées contre les violences sexistes et sexuelles dans la culture. Le 9 avril, la commission parlementaire présidée par la députée écologiste Sandrine Rousseau a rendu son rapport sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, l'audiovisuel, la mode et le spectacle vivant. Après 5 mois de travaux et environ 35 auditions de professionnels, elle propose 86 recommandations pour mieux protéger les artistes, en particulier les mineurs, et prévenir les violences. Les membres espèrent une traduction législative de leurs conclusions. Alors parmi les principales recommandations, encadrer strictement les scènes d'intimité dès les castings, interdire la sexualisation des mineurs et rendre obligatoire la présence d'un responsable enfant lors des castings et des tournages. Sur le terrain, certaines mesures sont déjà mises en œuvre. 2 textes ont été signés par les organisations professionnelles d'employeurs et la majorité des syndicats du secteur de la production audiovisuelle. Depuis avril 2025, la présence d'un responsable enfant est obligatoire sur les tournages audiovisuels. Un dispositif similaire existe depuis juin 2024 dans le cinéma. Le sujet avance aussi au niveau ministériel. La ministre de la Culture veut étendre la lutte contre les violences à d'autres secteurs comme les musées ou le patrimoine. Elle souhaite aussi engager une concertation interministérielle sur le travail des enfants dans le spectacle. Quatrième actualité, parlons politique. 2 sujets, une condamnation qui pourrait chambouler 2027 et un débat qui revient sur la table. Faut-il changer notre mode de scrutin pour élire nos députés? Je vous explique tout simplement comme toujours. Première actu à ce sujet, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, aujourd'hui nommé Rassemblement National. La présidente du Rassemblement National a écopé de 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique, de 100 000 € d'amende et surtout de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Conséquence, cette peine compromet sa candidature à la présidentielle de 2027 et aux prochaines législatives. C'est donc inédit, jamais une candidate majeure n'avait été frappée d'une telle peine avant une élection présidentielle. Alors pourquoi cette condamnation ? Le tribunal de Paris a évalué le préjudice total à 4,5 millions d'euros. Marine Le Pen, elle est reconnue coupable d'avoir détourné près de 474 000 € et d'avoir légitimé un système de détournement au sein du Front National pour 1,8 million d'euros supplémentaires. Les juges soulignent son rôle central, l'absence de remboursement volontaire des sommes détournées et un risque élevé de récidive. Même si les faits sont antérieurs à la loi Sapin 2 de 2016, qui impose l'inéligibilité automatique pour certains délits, la gravité du dossier a justifié la sanction selon le tribunal. Marine Le Pen a fait appel, son procès est prévu à l'été 2026. En attendant, elle a aussi perdu son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, décision qu'elle conteste également. Au total, 23 autres personnes ont été condamnées et le Rassemblement National doit verser 2 millions d'euros d'amende et une confiscation d'1 million d'euros a été saisie pendant l'instruction. Alors Marine Le Pen est-elle la seule concernée par ce type d'affaires et de peine ? Non.
Cependant, le montant de l'argent public détourné est nettement moins élevé dans les autres affaires. Par exemple, François Bayrou, aujourd'hui Premier ministre, a été soupçonné dans l'affaire des assistants du MoDem. Il n'a pas été condamné, faute de preuves suffisantes. Toutefois, plusieurs anciens élus du MoDem ont été condamnés et le parti a remboursé une partie des sommes au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon est également visé par une enquête concernant ses anciens assistants parlementaires, un préjudice estimé à plus de 500 000 €. L'instruction est toujours en cours, sans condamnation à ce stade. Et concernant l'inéligibilité, Marine Le Pen n'est pas la première élue à être touchée d'une peine comme celle-ci. D'autres politiques comme Hubert Falco ou Thierry Mandon l'ont été récemment, mais dans son cas, les conséquences sont inédites car c'est la première fois qu'une telle peine touche une candidate majeure à l'élection présidentielle. Deuxième et dernière actu politique, le débat sur la proportionnelle aux législatives. François Bayrou, le Premier ministre, a entamé le 28 avril une consultation avec l'ensemble des partis et des groupes parlementaires sur le mode de scrutin des législatives. L'enjeu, savoir si nous conservons le mode de scrutin actuel ou si nous passons à un scrutin proportionnel. Actuellement, en France, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Un seul candidat est élu par circonscription, souvent celui ou celle qui rassemble le plus de voix au second tour. Ce système, il favoriserait les gros partis et réduirait la représentation des petites formations. François Bayrou, il défend depuis longtemps la proportionnelle qui attribuerait aux partis un nombre de sièges plus proche de leur score national. Les écologistes proposent une proportionnelle régionale, le MoDem, une proportionnelle départementale. Les Républicains et Horizon sont contre, et le Rassemblement national est pour et demande en plus une prime pour le parti arrivé en tête. L'idée, on donne plus de sièges au vainqueur pour lui permettre d'atteindre la majorité à l'Assemblée et donc lui permettre de gouverner. Cependant, ça déforme un peu la logique de la proportionnelle, puisque le vainqueur aurait plus de sièges que ce que ses voix représentent réellement. Les discussions peuvent être longues puisqu'il existe plusieurs formes de proportionnelle, intégrale, partielle ou assortie de primes. Une simulation a été réalisée par Ouest France et elle montre qu'aux législatives de juillet 2024, le Rassemblement national aurait eu plus de sièges avec une proportionnelle sans pour autant atteindre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En résumé, la proportionnelle rendrait l'Assemblée nationale plus représentative des votes, tout en compliquant la formation de majorité, ce qui pourrait accentuer les blocages politiques que l'on observe déjà actuellement. Si vous voulez savoir à quoi ressemblaient les législatives de juillet 2024 à la proportionnelle, je vous mets le lien de Ouest France en description de l'émission. Cinquième actualité, droit de douane de Trump. Quel impact pour la France et pour vous? Alors depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le président américain Donald Trump a relancé une politique commerciale protectionniste. Il a imposé des droits de douane de 10% sur la plupart des importations mondiales et jusqu'à 20% sur les produits européens. Ces mesures, elles ont été suspendues pour 90 jours depuis le 9 avril. Cependant, leurs effets commencent déjà à se faire sentir en France. Attention tout de même, Trump peut encore décider de maintenir ou non ses droits de douane, la situation reste donc instable. Alors qui est touché en premier? Eh bien ce sont les entreprises. Selon le gouvernement, 28 000 entreprises françaises pourraient être concernées. Résultat, Hermès augmente ses prix aux États-Unis, Forvia gèle ses embauches en France, LVMH envisage de délocaliser une partie de sa production aux USA et Rémi Martin place plusieurs centaines de salariés en chômage partiel 1 semaine par mois jusqu'en juin. Et beaucoup de petites et moyennes entreprises, sous-traitantes de ces grands groupes, sont aussi touchées. Moins d'exportation, c'est moins de contrats, donc moins de travail, donc moins de sous-traitance. Quels impacts pour l'économie? Eh bien, moins d'exportation vers les États-Unis égale moins d'activité, moins d'emplois, moins de recettes fiscales et un risque d'augmentation des prix en France, notamment dans les secteurs qui exportent le plus vers les USA, l'aéronautique, les médicaments, les vins et spiritueux. Et quels impacts pour vous? Eh bien, si les entreprises compensent leurs pertes à l'export par des hausses de prix en France, cela pourrait impacter directement votre pouvoir d'achat. Et que fait le gouvernement pour tout ça? Eh bien, une cellule de suivi a été mise en place. Chaque semaine, le gouvernement rencontre syndicats et patronats et entreprises pour suivre la situation. Et le 3 avril, Emmanuel Macron a réuni les filières économiques concernées. L'objectif, c'est d'éviter une escalade commerciale. Cependant, aucune mesure obligatoire n'est prise pour le moment. L'État appelle les entreprises à jouer collectif. Sixième actualité, citoyenneté. Côté élection, une réforme importante arrive. À partir des municipales de mars 2026, les communes de moins de 1000 habitants et habitantes devront présenter des listes paritaires alternant entre hommes et femmes. Jusqu'à présent, seules les grandes communes y étaient contraintes et certains et certaines élus, notamment du Rassemblement national et des Républicains, redoutent des difficultés à constituer des listes complètes. Justement, des mesures d'accompagnement sont prévues pour faciliter la constitution de listes. L'objectif de cette réforme, c'est de renforcer la parité homme-femme en politique locale. Deuxième et dernière actu, si vous habitez dans les Alpes de Haute-Provence, le Gard ou l'ouest des Bouches-du-Rhône, sachez qu'une grande consultation citoyenne est ouverte jusqu'au 13 juillet sur l'avenir industriel et environnemental de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre, un site qui, selon le réseau Action Climat, fait partie des plus polluants de France. Selon Média Reporter, c'est la première fois qu'un débat public ne porte pas sur
un seul projet industriel, mais sur l'avenir de tout un territoire. Près de 40 projets dans l'industrie, l'énergie ou les transports sont concernés. Je vous mets en description toutes les infos si vous souhaitez donner votre avis. Et vous, est-ce que vous avez déjà participé à une consultation citoyenne? Est-ce que vous trouvez ça utile ou au contraire, vous ne vous sentez pas concerné? Dites-le moi en commentaire. 7e actualité, parlons environnement. On commence avec les PFAS, aussi appelés polluants éternels. Ce sont des substances chimiques quasi indestructibles qui s'accumulent dans l'eau, les sols, et selon des études scientifiques, elles peuvent provoquer des problèmes de santé graves comme l'infertilité, des cancers et l'affaiblissement du système immunitaire. En France, selon l'ONG Génération Future, 146 usines seraient responsables de 99% de la pollution aux PFAS. Et ce mois-ci, l'entreprise de Suez, spécialisée dans la distribution d'eau et les services d'assainissement, a lancé 2 projets pour limiter leur présence. D'abord, dans les boues d'épuration. Les boues d'épuration, c'est ce qui reste après le traitement des eaux usées. Elles sont souvent réutilisées comme engrais agricole. Et depuis 2021, Suez et le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, travaillent sur un procédé capable de détruire les micropolluants, notamment les PFAS présents dans les boues d'épuration. Un site pilote est actuellement en construction à Saint-Selve, en Gironde. Ensuite, un projet pour sécuriser la distribution de l'eau potable dans la vallée du Rhône, une région très exposée à la pollution industrielle. À Ternay, près de Lyon, Suez modernise son usine d'eau potable pour mieux traiter l'eau destinée à 170 000 habitants et habitantes. Deuxième actu, des polluants éternels détectés dans les vins européens. Selon une analyse publiée le 23 avril par le réseau Pesticides Action Network, Pan-Europe, je ne sais pas comment on prononce, les niveaux de pollution au TFA, l'acide trifluoroacétique, et oui, c'est assez compliqué à dire, ont explosé depuis 1988 dans les vins européens et donc français. Le TFA, c'est un polluant éternel encore non réglementé. L'Union européenne doit d'ailleurs bientôt se prononcer sur une proposition de la Commission européenne visant à interdire le flutolanil, un pesticide PFAS émetteur de TFA. Troisième actu à ce sujet, l'accès à une eau potable saine devient un véritable sujet de débat public et politique en France. Le 28 mars, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé une feuille de route pour améliorer la qualité de l'eau potable en France et accompagner collectivités, agriculteurs et industriels. Cependant, selon France Nature Environnement, le plan manque d'ambition. Selon l'association, il n'y a pas de mesures d'urgence et pas plus de financement. Pendant ce temps, Haute-Paris a porté plainte contre X pour pollution aux PFAS. 8e actualité, parlons santé et plus précisément du financement des hôpitaux. Le 1er avril, le gouvernement a annoncé une augmentation de 0,5% des tarifs hospitaliers pour 2025. Dit comme ça ressemble à une bonne nouvelle. En réalité, cette hausse, elle est bien en dessous des besoins exprimés par les hôpitaux. Et vous allez voir, ça vous concerne directement. D'abord, les tarifs hospitaliers, ce sont les montants remboursés par l'assurance maladie aux hôpitaux pour chaque soin ou acte médical, une opération, une consultation, un passage aux urgences. Ils sont fixés chaque année dans le budget de la sécurité sociale, le PLF-SS. Je vous renvoie à mes récapitulatifs de décembre et de janvier, je vous mets les liens en description si vous voulez donc en savoir plus à ce sujet. Alors pourquoi une hausse maintenant alors que le gouvernement parle de réaliser des économies partout? Eh bien parce que les besoins explosent, la population vieillit, les soins coûtent plus cher, les passages à l'hôpital augmentent. Toutefois, la hausse du budget reste très inférieure aux besoins réels. Par exemple, si les hôpitaux ont besoin de plus 3% et qu'on leur accorde plus 0,5%, ils doivent trouver les 2,5% restants quelque part. Résultat, les budgets augmentent sur le papier, mais le quotidien à l'hôpital reste tendu. C'est ce qu'on appelle des économies d'objectifs. On ne coupe pas, mais on réalise des économies cachées. Et en quoi est-ce que ça vous concerne? Eh bien, moins de financement égale moins de personnel, moins de matériel, plus d'attentes. Ça a aussi un impact sur la santé mentale des personnels soignants avec plus de démissions, plus d'arrêts maladie et un burn-out généralisé. D'ailleurs, une plainte pour suicide et harcèlement moral à l'hôpital public visant 3 ministres a été déposée devant la Cour de justice de la République. Une réponse est attendue à l'automne 2025. Cela impacte aussi l'accès aux soins. Certains hôpitaux réduisent leur offre ou ferment certains services. Ça aggrave aussi les inégalités territoriales et dans certaines zones rurales, eh bien, c'est parfois le seul accès aux soins à moins d'1 heure de route. Et comment la situation budgétaire va évoluer? Eh bien, fin mars, la Cour des comptes a publié un rapport estimant possible de réaliser plus de 20 milliards d'euros d'économies d'ici 2029 sur l'assurance maladie. Parmi les pistes évoquées, mieux cibler les soins remboursés, réduire les actes jugés inutiles, lutter contre la fraude. L'objectif, c'est de contenir le déficit de la sécurité sociale qui pourrait atteindre 20,1 milliards d'euros en 2028. Et déjà, le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance maladie, un organisme indépendant de suivi des dépenses de santé, a signalé que les dépenses ont dépassé les plafonds en 2024 et que ça risque de continuer en 2025. Dans ce contexte, comment agir? Eh bien d'abord en s'informant sur vos droits, la complémentaire santé solidaire ou les aides locales, et enfin en interrogeant vos élus, car le financement de la santé, c'est un choix politique.
Je vous renvoie d'ailleurs à mon émission « Quelle société voulons-nous ?» Je vous mets le lien en description. Pour terminer, je vous ai mis quelques actus supplémentaires en commentaire, notamment la situation en Outre-mer ou encore la création d'une commission franco-haïtienne pour étudier l'impact historique de la dette imposée à Haïti, ou encore l'évolution du réseau de la Poste qui s'installe progressivement dans certains kiosques de journaux en France. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Première actualité, direction le département de la Vienne. Le conseil départemental, il a voté son budget 2025, 547 millions d'euros, soit 4 millions de plus que l'an dernier. La majorité le qualifie de responsable. Toutefois, il est marqué par des coupes budgétaires pour faire face à une situation financière tendue. Concrètement, cela veut dire 10% de baisse sur les aides aux communes, des reports de travaux dans les collèges publics, moins de subventions pour les associations sportives, culturelles ou sociales. Certains élus critiquent aussi le versement de 1,4 million d'euros pour soutenir l'aéroport de Poitiers-Biard, qu'ils jugent peu prioritaire, ainsi que le coût élevé de l'historial du Poitou. Grand Poitiers a également adopté un budget qui inquiète plusieurs élus. Baisse prévue pour la culture, l'écologie, le sport et les aides au logement. Deuxième et dernière actualité, on reste dans le département de la Vienne. 8 communes, dont Beaumont-Saint-Cyr, Montamisé ou Chauvigny, participent au concours Cube Petite Ville. L'objectif, réduire la consommation d'énergie de leurs bâtiments publics en s'engageant dans un challenge collectif et ludique. Le projet il est accompagné par le CEREMAS, Centre d'expertise de l'État pour les collectivités, et financé majoritairement par le programme national ACTE, ou ACT, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Il y a aussi également un soutien de Grand Poitiers pour limiter le reste à charge des communes. C'est donc un bel exemple d'alliance locale pour une transition énergétique durable. Merci d'avoir suivi les actus du mois d'avril. Si vous appréciez ma démarche et souhaitez soutenir un média indépendant, abonnez-vous à Microcanap et aux newsletters. Pour approfondir certains sujets, n'hésitez pas à consulter les liens et les ressources complémentaires en description et en commentaire. Et aussi, ne vous contentez pas des gros titres ou des informations fragmentées. Prenez le temps de replacer l'actualité française et régionale au cœur de votre démarche d'information. L'actualité qui nous touche ici, en France, est tout aussi importante que ce qui se passe ailleurs. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!